Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana, vous vous rendez compte que dans une vingtaine d'années, quand vous serez ici pour nous parler d'un jour d'une histoire, vous parlerez du mardi 12 juin? Oui, voilà, tout à fait, j'y ai pensé. Vous ne attendez pas à cette question? Non, je ne m'attendais pas à cette question. Mais aujourd'hui, on est le 13. Non, mais c'était un jour historique quand même. C'était un jour historique hier, voilà, on l'a vécu ensemble. Bien que notre invité nous a expliqué que c'était que de la parade. Eh ben, on verra bien. Anne-Lise Grachy qui nous a expliqué. Dieu est grand et on verra ce qui se passera. Très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Quelque chose qui s'est passé le 13 juin. Alors le 13 juin, en 1950, donc il y a 68 ans, il y a une décision qui a été prise. C'est ce qu'on appelle la décision Harari ou bien l'accord Harari, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est une décision qui est importante en Israël parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais en Israël, nous n'avons pas de constitution. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Ça, on le sait, malheureusement. Ou pas, voilà. Non, parce que je vais expliquer un petit peu d'où vient cette histoire. Et en fait, la décision d'Harari, c'est la décision qui décide qu'en Israël, on n'aura pas de constitution, mais on aura ce qu'on appelle des lois fondamentales, des Chukei Yesod. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Quand en 1948, on a la création de l'État d'Israël, on a d'abord une première Knesset qui s'appelle la Asefa Amechonenet. Et cette première Knesset, elle est chargée, entre autres, un de ses rôles, c'est de d'écrire une Chouka, une constitution pour l'État d'Israël. Mais très rapidement, on se rend compte... Il y avait une volonté quand même d'écrire une constitution. Il y avait une volonté d'écrire une constitution, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs problématiques. Alors la première problématique que rappelle David Ben Gurion, l'État d'Israël est un État d'Aliyah, n'est-ce pas? Et on est vraiment au début de l'État d'Israël, et il faut comprendre que dans les 10 premières années, disons, de la création de l'État d'Israël, c'était très clair pour tout le monde que si on créait un État juif, tous les juifs du monde entier allaient lâcher leur communauté de diaspora et allaient venir s'installer en Israël. Ouais. C'est un petit peu la même chose qu'on peut voir si vous lisez la Bible, dans le Tanakh, vous lisez l'histoire d'Ezra et de Néhémia qui reçoivent donc la décision de Koresh de pouvoir revenir en Israël et construire le second temple. Et donc, ils sont persuadés que tout le monde va les suivre. Mais non, les gens ne suivent pas. Et David Ben Gurion dit, comment allons-nous pouvoir rédiger une constitution qui va figer les choses alors qu'on a tellement de juifs qui doivent encore arriver et il faudrait attendre qu'il y ait une majorité de juifs en Israël pour pouvoir décider ce qu'est que la constitution de cet État juif. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour rappeler que à cette époque, on n'était pas encore très sûr de ce qu'on allait faire, par exemple, au niveau des assemblées. Et il y avait une proposition qui avait été faite. En Israël, c'est une assemblée qui a qu'une seule chambre, non pas comme en France, où on a le Sénat et l'Assemblée nationale. Ouais. Et il y avait eu une proposition à cette époque de faire un système bicaméral, donc à 2 chambres comme en France. Cette fois-ci, on aurait fait l'équivalent de la Knesset, qui serait l'Assemblée nationale, et on aurait une deuxième assemblée qui, elle, serait comme un Sénat, et un Sénat qui serait composé de juifs de par le monde, puisque l'État d'Israël est d'abord un État juif et donc les juifs du monde entier doivent décider de ce qui se passe. Aussi les différentes parties du peuple juif. Les différentes parties du peuple juif. Alors aujourd'hui, on a encore ça qui existe. C'est le Congressionnisme mondial. Et au départ, il y avait une proposition que le Congressionnisme mondial, est un statut qui serait équivalent au Sénat. Donc l'idée ça aurait été les questions qui sont des questions qui gèrent le quotidien israélien, c'est-à-dire des questions peut-être économiques ou des questions sociales ou sécuritaires, mais dans à petite mesure, j'ai envie de dire, ce serait l'Assemblée, la Knesset qui prendrait la décision. Et pour les grandes questions philosophiques qui touchent à toute l'essence, l'essence du peuple juif, cette fois-ci, on aurait demandé... Une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Voilà. Et d'ailleurs, je vais juste, si déjà je continue cette parenthèse qui est ouverte, on a eu une grande question en Israël dans les années 50, la question qui est juif. Ouais. Donc, en Israël, en 51, on passe la loi du retour qui dit que toute personne qui a un de ses 4 grands-parents qui est juif peut faire son alia. Ouais. Pourquoi un des 4 grands-parents? Parce qu'on se calque sur les lois de Nuremberg, exactement. Si
à cause d'un des 4 grands-parents, on a tué des Juifs, alors l'État d'Israël propose un refuge à ces mêmes Juifs qui ont été exterminés ou bien qui ont été menacés. Et au même moment, en 1948, après qu'on ait qu'on ait proposé de faire ce rapprochement, Ben Gurion, lui, ça l'intéresse pas trop parce que lui, il sait pas trop quoi faire et donc ce qu'il va faire, il va envoyer. On a je sais plus exactement, c'est pour quelle raison. Il y a une crise politique en Israël. Je sais plus si c'est pour un prêtre qui était juif, mais qui s'est converti au christianisme et qui demande à faire son alia, et donc on ne sait pas si oui ou non on doit lui donner le droit, ou bien une famille dont le père était juif et la mère n'était pas juive et ils voulaient faire leur alia et que leurs enfants soient inscrits comme juifs. Bon, il y a toute une question en Israël et David Ben Gurion envoie des lettres à tous les chefs de communauté de par le monde en leur posant la question: quel est selon vous quelqu'un qui serait juif? Donnez une réponse. Et par exemple, on a les célèbres réponses et du Rabbi Lubavitch et du Rav Soloveitchik, de par le monde, de Abraham Eshel, des gens qui sont plus ou moins religieux, qui se posent la question et qui donc répondent à cette question de qui est juif. Mais revenons à notre sujet. À notre Harari. Harari, voilà, exactement. Alors, notre Harari, il va proposer donc cette création de lois fondamentales qui sont censées former quelque part le squelette d'une prochaine ou d'une future constitution, mais qui n'ont pas la force que des lois constitutionnelles devraient avoir. Alors, dans les oppositions à la création d'une constitution, on a ce que je vous ai dit, Ben Gurion qui dit qu'il faut attendre qu'il y ait la majorité des Juifs qui soient en Israël pour décider. Et puis il y a d'autres oppositions. Il y a une autre opposition qui dit tout simplement le droit palestinien du mandat britannique était un droit britannique. Et il faut savoir que le droit israélien est copié. C'est la continuité de la loi britannique, beaucoup plus que par exemple la loi ottomane qui était quand même en vigueur pendant 400 ans avant la loi britannique. Et il faut rappeler qu'en Angleterre, il n'y a pas de constitution. L'Angleterre est un pays, une démocratie qui vit très bien sa démocratie, qui n'a pas de constitution. Et donc les gens disent, on n'a pas besoin de faire la même chose, on n'a pas de constitution, on suit un modèle juridique qui n'a pas de constitution, il n'y a pas besoin. D'accord. Et ensuite, il y a une dernière opposition, qui est l'opposition des personnes religieuses et des partis religieux qui disent, écoutez, on a déjà une constitution, c'est la Torah. Est-ce qu'on a besoin de rajouter une autre constitution? Non, il n'y a pas besoin. Et c'est la raison pour laquelle on va arriver à cet accord, qui est l'accord de Harari. Ça a fait sans doute beaucoup de tensions, justement. À l'époque, c'était moins tendu qu'aujourd'hui, mais on arrive à cette décision d'Harari. Et donc, c'est ainsi que on va voter des lois qui sont des lois importantes, qui sont ces Chukei Yesod, ces lois très importantes. Et aujourd'hui, on les appelle les lois constitutionnelles parce que on a l'événement de 92 que je vais expliquer dans quelques instants. Et donc, par exemple, dans ces lois, on a une loi qui définit ce que c'est que la Knesset, une loi qui définit, les terrains, les terres israéliennes, parce que c'est compliqué entre ce qui appartient et à l'État et ce qui appartient et au KKL, et le fait qu'en Israël, vous ne pouvez jamais véritablement posséder une terre, il faut que c'est un bail que vous devez renouveler. On a une loi qui touche au statut du président de l'État d'Israël. On a une loi qui touche au gouvernement, une loi qui touche à l'économie du pays, plus ou moins, une loi qui touche à l'armée, une loi qui touche au fait que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, exactement. On a une loi qui touche au monde de la justice en Israël et une loi qui parle du contrôleur de l'État. Voilà, ça c'est toutes les lois. Et en 92, on a une petite révolution qui se déroule en Israël. Ces lois constitutionnelles, jusqu'en 92, jamais elles ne sont utilisées de façon constitutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent la Knesset. Non, pas la Knesset, justement. Le Bet Mishpat Ha'elyon, la Cour suprême, utilise ces lois constitutionnelles pour annuler des lois. Jusqu'en 92, ça n'existe pas. Et en 92, il y a encore 2 autres lois qui sont passées. Et ces 2 lois-là, elles ne sont pas passées. Si je vous dis une loi constitutionnelle, en France, par exemple, pour faire un amendement à la Constitution, on a besoin d'un nombre très important de députés qui sont présents et qui vont voter pour cette loi. En Israël,
trois dernières lois, les deux dernières lois qui sont passées en 92, une qui est Chofesh Haïsouk, c'est-à-dire la liberté de travail, et l'autre qui est Chok Yesod Kevod Adam Becheruto, la loi qui touche au respect de l'homme et à ses libertés. Ces deux lois-là, elles sont passées par... il y a 13 personnes qui sont présentes dans l'Assemblée, elles sont passées rapidement. Il y a un député qui dit « Mais vous êtes malade de faire passer des lois comme ça, c'est un véritable... on n'a pas le droit de faire passer des lois avec aussi peu de personnes à la Knesset. » Donc ça se déroule en 92. Et juste après que ces lois, elles sont passées, eh bien, tout de suite, Aaron Barak va utiliser ces lois-là et va leur donner d'un seul coup une force de loi constitutionnelle. C'est-à-dire que jusqu'à 92, ces lois existent, mais personne ne les considère comme des super lois qui pourraient être utilisées pour annuler ou pas certaines lois. Et à partir de 92, eh bien, on va commencer à avoir une utilisation très importante de la Cour suprême, de ces lois-là. C'est là que la Cour suprême prend son importance. Alors, la Cour suprême, exactement, et c'est surtout... la Cour suprême a toujours été importante, mais il y a deux dans le monde du droit, partout dans le monde, on a deux, on va dire, théories ou deux pratiques du droit. Il y a une pratique du droit qui est ce qu'on appelle de l'activisme juridique, c'est-à-dire qui dit activisme juridique dit que bien les juges ont le droit en fait de s'initier dans n'importe quel domaine et de prendre des décisions. Tout est jugeable, exactement. C'est ce qu'Aaron Barak écrit dans son livre Akol Shafit, exactement. Et on a une deuxième théorie qui elle est à l'inverse de l'activisme juridique. Et à nouveau, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Il y a des gens à gauche qui sont contre l'activisme juridique, il y a des gens à droite qui sont pour l'activisme juridique. Ça ne change rien. Et on a une seconde perspective ou manière de voir le droit qui, elle, considère que non, les juges doivent s'occuper que de choses très juridiques, de cas qu'on leur apporte et ne pas s'initier dans les affaires d'État. Dans les affaires d'État. C'est le débat qui a lieu actuellement, justement, avec une loi qui est proposée en particulier par Naftali Bennett et la ministre Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, justement, qui vise à limiter justement les prérogatives de la Haute Cour de Justice. Parce qu'il faut dire que quand on a un activisme juridique qui est très fort, alors après on a une grande question qui se pose au niveau de la séparation des droits. Si la Cour suprême, quelque part, peut décider des choses que normalement c'est le gouvernement qui doit décider, alors à ce moment-là, on n'a plus de séparation des lois. Mais tout ça pour revenir... pour revenir à M. Harari. Voilà, que M. Harari, donc c'était un membre de la Knesset, il s'appelait Yizhar Harari. Un député, oui, exactement. Il faisait partie d'un parti qui s'appelait le Parti progressif, qui était un parti de centre libéral qui a vécu dans les années 50 et on l'a pas connu exactement. Et c'est lui donc qui va faire passer cette loi, et cette loi va permettre, va être censée combler ce manque de constitution. Ce manque ou pas dont on avait besoin ou pas, qui d'ailleurs dès 92 les forces ont changé. Et juste pour terminer, la dernière loi constitutionnelle qui a été passée, c'est la loi constitutionnelle du référendum de 2013 qui dit que si l'État d'Israël décide de se retirer à nouveau d'une partie du pays, alors il faudrait qu'il y ait un référendum et voir en fonction de la majorité ou pas du référendum. Je pensais que c'était une loi, une grande partie de la Knesset. Je crois qu'ils avaient augmenté ça à 80 députés ou quelque chose comme ça. Non, c'est un référendum. Non, ça c'est pour autre chose, mais ça c'est le référendum. Voilà. Très bien, voilà. C'était ce qui s'est passé donc aujourd'hui, le 13 juin. Merci beaucoup, Eliana, pour toutes ces explications. À tout à l'heure. 8h43. Tout de suite, la revue de la presse, c'est des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.